Bonsoir et bienvenue dans la troisième édition de votre émission Le Point avec Abou Ammar. Cette émission, ce rendez-vous débat de la chaîne Blanca TV et de son site d'information blancapresse.ma ambitionne de faire le décryptage des événements liés à l'actualité au niveau régional et national, tant au niveau politique, économique, social, sportif, diplomatique, partisan et j'en passe. Pour cette troisième, nous avons décidé de faire le décryptage de l'année qui a suivi l'opération Le Guerguerat menée par les forces armées royales. Des éléments du Polisario avaient bloqué la zone séparant le poste frontière Le Guerguerat à la frontière mauritanienne, communément connu sous le nom de Kandahar. Ce no man's land s'est transformé en zone de non-droit, ce qui perturbait les échanges commerciaux et la fluidité de la circulation entre le Maroc et la Mauritanie. Pour décortiquer cela et mieux analyser les événements qui ont suivi cette opération, j'ai l'immense plaisir de recevoir l'une des plumes les plus prolifiques de la presse marocaine, mais aussi un vétéran qui a toujours su couver les jeunes journalistes par ses conseils. Et je parle en connaissance de cause. Mohamed Boudrem, rédacteur en chef des rédactions de l'E360, bienvenue. Bonsoir, merci. J'ai aussi l'honneur d'accueillir Maître Ammar Benjelloun, docteur en droit international, avocat et membre du Conseil de l'Ordre des avocats de Rabat, mais aussi membre du Bureau national des barreaux des avocats du Maroc et fraîchement élu conseiller municipal lors des dernières législatives. Docteur Ammar Mahmoud Benjelloun, bienvenue. Merci Abou Ammar pour l'invitation. Mohamed, je commence avec vous, Monsieur Boudrem. Vous étiez parti en décembre 2016, si ma mémoire est bonne, au déclenchement de cette crise lorsque le Maroc avait tenté de goudronner la route reliant le poste frontière à la Mauritanie. Quelle a été votre impression et qu'avez-vous retrouvé sur le terrain? Il faut rappeler d'abord que le contexte n'était pas le même. Donc, vers fin 2016, il s'agissait plutôt d'une opération d'assainissement. Parce que cette zone, que vous avez surnommée, que beaucoup de monde surnomme Kandahar, parce que c'était une véritable zone de non-droit de tous les trafics. Mais je vous dis que les contextes ne sont pas les mêmes. À l'époque, c'était une opération d'assainissement. Donc, si vous voulez dire, ce n'était pas une intervention de l'armée, départ, mais c'était une intervention de la police administrative. Et ça a été décidé par les autorités locales dont relève le Guerguerat, à savoir, si mes souvenirs sont bons, le cercle de Bergendouz. Donc, c'était une décision prise par les autorités élues et qui a été exécutée par la police administrative, en l'occurrence la gendarmerie, parce que c'est la gendarmerie qui a compétence sur ce territoire. Et donc, à notre arrivée, une bonne partie de cette zone-là a été dégagée. Donc, essentiellement, c'était des centaines de carcasses de voitures qui n'ont pas été vendues, qui étaient là, qui polluaient l'atmosphère et la vue. Et les autorités ont entrepris aussi de goudronner une bonne partie de ce passage, donc qui sépare le poste frontière de Guerguerat de l'autre poste frontière de Mauritanie. Là que l'opération a été interrompue par des éléments séparatistes, donc qui avaient installé des sortes de constructions un peu anarchiques, des fortifications. Et depuis, la situation a évolué jusqu'aux derniers événements, donc, qui ont permis au Maroc de sécuriser totalement cette zone. Et ce qui est tant mieux, et pour le Maroc, et pour le commerce international aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est un passage très sensible pour le vital commerce. Pour la Mauritanie. Pour la Mauritanie, pour le Maroc, pour l'Afrique aussi. D'accord. Docteur Ammar Benjelloun, en tant que docteur en droit international, et c'est le juriste que je sollicite, comment interpréter cette intervention des phares? Est-elle conforme au droit international? Est-ce que cela, par exemple, on dit que pour les fronts de Polisario, revendique que le Maroc s'est dédouané de l'accord du cessez-le-feu? Est-ce le cas? Ou c'est juste une opération pour rétablir la libre circulation des biens et des personnes? Effectivement, dans le cas de Guerguerat, on est passé d'une opération d'ordre public, donc d'ordre intérieur, à une question qui a pris une dimension internationale, et donc le droit, effectivement, est interpellé. Je pense que le parti séparatiste oublie que ce territoire jusqu'en 79 était un territoire mauritanien. Et donc la Mauritanie, en 79, a mis la clé sous la porte de manière réfléchie pour que le Maroc puisse recouvrir éventuellement son territoire. Donc le fait à ce qu'il arrive jusqu'en point maritime relève d'une agression complètement claire et explicite. Et de ce fait, bien sûr, c'est le parti séparatiste qui est en violation du droit international en l'espèce. Donc la légitimité, bien sûr, du côté du Maroc. Malheureusement, cette agression a pris une tournure
international, alors que c'était, comme l'a rappelé Sebou Drhem, une question d'assainissement équipementier pour que les camions puissent éventuellement faire leur achalandage d'une manière plus ou moins fluide. D'accord. En même temps, vous l'appelez le parti séparatiste. Pourquoi? Alors que la tendance est de dire que le front séparatiste, alors que certains revendiquent même une république arabe sahraoui. Et vous voulez peut-être parce que ça fonctionne à l'image d'un parti politique, mais à l'ancienne, à la soviétique, quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier comment. Peut-être on va faire une petite diversion, mais c'est un cas assez unique au monde parce que c'est un front. C'est un front et en même temps c'est un front État, entre guillemets. C'est le front Polisario, c'est en même temps, ce sont les mêmes figures qui sont à la tête de la Première République. Bon, chacun y va de sa qualification, et le mot qualification est un terme pénal. Chacun y va de sa qualification. Eux-mêmes se qualifient comme un front. Sauf que front, dans la science politique, a des caractéristiques. Est-ce que c'est le conglomérat de plusieurs groupuscules? Le PSU peut être appelé comme un front. Ou bien l'UNFP, à l'époque, peut être appelé comme un front. Mais est-ce que le Polisario est un front? C'est un débat. Donc, chacun y va de son appellation. Mais moi, en tant qu'observateur, en tant qu'acteur, je considère que ce sont des Marocains qui ont choisi la voie du séparatisme. Donc, ils se sont trompés. La majorité de leurs cadres, de leurs militants constitutifs, les constituants ont milité dans les rangs de l'Union nationale des étudiants marocains ou dans les rangs de l'UNFP. Donc, c'est un parti sécessionniste de l'UNFP à l'exact niveau que le PADS ou l'Union constitutionnelle. Donc je pense que donc chacun y va de sa définition. C'est Mohamed, à la fin de son mandat, le président Trump a initié via un tweet, s'en est suivi une déclaration signée par les tripartites entre le Maroc, Israël et les États-Unis, dans laquelle l'administration américaine reconnaît la marocanité du Sahara. Est-ce que cela ne plie pas le dossier de manière favorable pour le Maroc, si on peut dire ça comme ça? Parce que je pense que c'est la seule et unique lecture qu'on peut en faire. Je sais pas, peut-être que pour l'autre camp c'était une sorte de coup de massue, mais c'est une avancée. Je pense que c'était une initiative qui a changé beaucoup de choses et je l'espère va encore pousser le dossier un peu plus loin, peut-être vers une résolution définitive de ce dossier, parce que on est fatigué, ça fait 5 décennies qu'on traîne derrière nous ce conflit, donc il est temps peut-être qu'on passe à autre chose. Partagez-vous cette analyse, Dr Benjelloun? Moi, je considère effectivement, comme beaucoup d'observateurs, que la reconnaissance des États-Unis d'Amérique en tant que puissance mondiale et membre permanent du Conseil de sécurité est extrêmement importante pour justement la question de la marocanité du Sahara, mais je continuerai à plaider le fait que de lier l'affaire du Sahara à la question de la normalisation avec une entité qui est l'entité israélienne était une erreur. Donc aujourd'hui, il y a reconnaissance des États-Unis, c'est très bien. Nous sommes passés d'une reconnaissance tacite à une reconnaissance expresse ou à une reconnaissance solennelle, parce que les deux notions sont des notions de droit international. Aujourd'hui, une reconnaissance unilatérale, donc d'un État à État ou d'un État à un pouvoir politique donné, fait-elle sujet de droit? Donc là, la question se pose au niveau du droit international par rapport au mécanisme des Nations Unies. Donc espérons à ce que cette reconnaissance puisse prendre une reconnaissance internationale. D'ailleurs, le fait de lier la question du Sahara à la question de la normalisation avec Israël elle-même a ce que je pourrais appeler dans une sémantique psychologique un trouble de reconnaissance, parce qu'en droit international, elle n'a pas elle-même parachevé la question de sa propre reconnaissance. Donc je pense que le fait de l'intégrer dans la défense d'une cause légitime qu'est la marocanité du Sahara était une erreur. D'accord. Mais d'un point de vue
Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est les États-Unis qui préparent la résolution à voter. Donc, du moment qu'elle reconnaît la marocanité du Sahara, ça ne peut être que bénéfique pour les intérêts du Maroc. Absolument, absolument. La reconnaissance des États-Unis, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. C'est une grande victoire pour le Maroc, vu que effectivement, c'est un État, c'est une puissance qui est centrale dans le mécanisme onusien de l'après-Seconde Guerre mondiale. Ça, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. D'accord. Juste si tu permets, Abou Ammar, bien sûr. Vous permettez, maître, parce que vous avez dit que lier la reconnaissance des États-Unis de la marocanité du Sahara et l'avoir lié à la reprise des relations, moi j'appelle pas ça normalisation parce qu'il s'agit d'une reprise des relations avec Israël. Vous l'avez qualifié de trouble, mais moi à aucun moment je vois qu'il faut vraiment faire automatiquement le lien entre la reprise de ces relations entre le Maroc et Israël et la reconnaissance du Sahara. C'est le fait qu'il soit simultané. Il y a comme un sens de contrepartie, parce que, et de un, l'administration américaine reconnaît la marocanité du Sahara, et de l'autre, le Maroc normalise ou reprend ses relations avec Israël. C'est pour ça, d'où le sens de ma question. Pourquoi la considérer exactement comme une contrepartie ? C'est la question que je pose. Ça serait, s'il n'y avait pas de contrepartie, ça serait pire. Parce que justement, reconnaître un État qui en partie est sujet de la commission de décolonisation des Nations Unies, qui éventuellement entrave 75 résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui, je passe bien sûr les images et les sons de tout ce qui relève de la violation des droits de l'homme sur le terrain, oui. Je passe aussi la question de l'occupation, je passe le trouble de reconnaissance. Quand je dis trouble de reconnaissance, c'est-à-dire qu'une très grande majorité de la société internationale ne reconnaît pas l'entité israélienne. C'est vrai qu'on a affaire à des puissances. Les puissances reconnaissent pour X ou Y raison, on ne va pas rentrer dans l'analyse de l'arrière-pensée du jeu de pouvoir, mais en tout cas, la société internationale constituée par les 200 États, la très grande majorité ne reconnaît pas cette entité. Donc le fait de justement l'associer à la question du Sahara, soit par rapport à une simultanéité temporelle, soit par rapport à un jeu d'échange lié à l'accord d'Abraham, etc., est quelque part une erreur. Maintenant, s'il n'y a même pas de contrepartie, ça serait pire. Alors, est-ce que... Bon, je ne sais pas, je suis pas aussi calé en relations internationales et je ne suis pas devant, mais est-ce que vous ne pensez pas que peut-être cette reprise des relations entre le Maroc et Israël pourrait faire avancer les choses pour le dossier palestinien aussi ? On ne sait pas, peut-être parce que là on se retrouve avec peut-être que le Maroc, en sa qualité d'intermédiaire fiable, il pourrait faire avancer les choses avec les Américains et les Israéliens, et peut-être aussi avec les Palestiniens. Alors, d'autant plus que le communiqué du cabinet royal juste après la reconnaissance américaine, il a été très clair pour nous. Voilà, c'est la question d'Al-Quds reste centrale, il ne sera pas réparti, c'est la capitale palestinienne. Et ça a été repris par plusieurs médias internationaux qu'il n'y aura pas d'ouverture d'un consulat israélien au Maroc tant qu'il n'y a pas de reprise des négociations. Donc, vous pensez quoi cela ? Nous avons déjà fait l'expérience de ce genre d'accord. Aujourd'hui, bien sûr, ils ont le mérite d'être francs, d'être clairs, d'être solennels, justement, mais la reconnaissance tacite de l'entité sioniste a été un secret de polichinelle depuis les années 60 ou les années d'indépendance du Maroc jusqu'à aujourd'hui. Nous voyons les résultats, donc je ne pense pas qu'un État comme l'Égypte puisse être un grand exemple de prospérité suite à son accord de paix. Et même l'Égypte a peut-être eu raison de signer un accord de paix parce qu'il y a eu une guerre. Et puis c'est les frontières. La Jordanie a peut-être eu raison de signer en 1994 parce qu'il y a une frontière. Il y a quand même les Palestiniens, de par un rapport de force et de par le fait que Abou Ammar était... Bon, ça a donné ce que ça a donné. Mais nous, à l'autre bout du monde... je ne vois pas... À l'autre bout du monde, mais avec cette particularité que peut-être nous avons beaucoup à partager avec Israël. Quand notamment on voit qu'il y a entre 800 000 et 1 million d'Israéliens... Sur 6 millions. Sur 6 millions, ce qui est assez grand quand même, qui sont d'origine marocaine, de parents ou leurs ayant vécu et immigré. Je pense que peut-être on est en droit de revendiquer ce que je disais tout à l'heure, à savoir un intermédiaire crédible peut-être auprès des deux parties, avec les bonnes relations qu'on entretient aussi avec l'autorité palestinienne.
Bon, l'avenir nous dira, mais de toute façon, oui, l'histoire nous enseigne que nous avons essayé, mais ça a donné le résultat que nous avons. Ceci dit, moi, je préconise quelque chose d'extrêmement important, c'est que nos chers compatriotes de confession juive ont adopté une idéologie qui est l'idéologie sioniste, qui n'est pas la nôtre. Et donc, à partir de là, l'idéologie sioniste suprématiste, donc raciale, colonialiste, n'est pas forcément la mienne. Donc à partir de là, est-ce que le fait que ce soit nos compatriotes, cela les absout d'un crime idéologique et même d'un crime matériel de par ce qui se passe dans le cadre de leur service militaire, dans le cadre de leur action sur le territoire palestinien, etc. Exactement comme nos autres compatriotes d'autres confessions qui commettent d'autres types de qualifications pénales. Donc je ne sais pas si l'approche culturaliste et la consanguinité absout les acteurs de leur crime. Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. D'accord. Monsieur Mohamed, c'est pas un secret de polichinelle. Hier, le Maroc a reçu le ministre de la Défense et le chef d'État de l'armée israélienne. Benny Gantz, vous en pensez quoi de cette visite? Surtout les accords signés, l'accord militaire, on parle d'industrie militaire et de transfert de technologies de pointe dans ce domaine-là. Je pense que du moment qu'on a décidé de reprendre les relations avec ce pays, en l'occurrence avec l'État hébreu, je pense que c'est dans la continuité des choses. Donc on a eu leur chef de la diplomatie et puis le ministre de la Défense. Personnellement, je juge que c'est une bonne chose, que c'est prometteur. Parce que comme on le fait pour d'autres secteurs, je parle d'armement, je pense que le moment est venu aussi pour le Maroc de diversifier ses marchés, ses partenaires. Et tant mieux, c'est l'arrivée d'Israéliens. C'est l'arrivée d'Israéliens peut chambouler les choses, parce qu'on ne peut pas rester otage d'un cercle restreint de puissance militaire. Vous entendez cet argument-là de diversifier nos achats d'armes et peut-être aussi d'installer une industrie militaire. Voilà, et le Maroc a gagné en installant une industrie militaire en bonne et due forme. Vous en pensez quoi? Notamment un transfert de ces armes-là, la revendre, ce que fait la Turquie. Je ne suis pas expert en action militaire et en même temps, je revendique mon seuil de revendication constitutionnelle. Effectivement, tout ce qui relève de la défense ne fait pas partie de nos revendications en termes de séparation des pouvoirs. Mais ceci dit, c'est peut-être justement l'occasion de donner de l'idée, de donner du sens aux décideurs publics, qu'ils écoutent un autre son que celui qui peut-être les amène à prendre ce genre de décision. C'est que tout simplement, ceux avec qui ils ont signé un accord de défense hier n'ont jamais intervenu dans une guerre ou autre, à part fournir quelques experts en Afrique dans les années 70 pour éventuellement neutraliser quelques éléments prônant bien sûr la lutte contre la colonisation. Sinon, on expliquerait ça par le fait que Wagner soit installé au Mali. On expliquerait ça par rapport aux velléités de notre voisin algérien. Mais tout ça nous amènera à quoi? Nous amènera-t-il à une guerre en Afrique du Nord? Personne ne la veut. Personne ne la veut, et nous devons, si nous avons quand même prouvé notre retenue au plus haut de l'État, nous avons prouvé notre diplomatie parallèle au niveau des corporations, des organismes, de la société civile, etc. Et si le voisin algérien exprime des déclarations belliqueuses à l'égard du Maroc, est-ce que cela irait encore une fois à s'allier avec une entité qui souffre d'un trouble de reconnaissance, qui n'a jamais intervenu pour qui que ce soit dans le monde, parce qu'elle-même, de toute façon, est mise sous pression légitime de la résistance palestinienne, du peuple palestinien, abstraction faite des différentes abstractions. Cela me paraît symboliquement une espèce de suicide vis-à-vis de la conscience interne, et il faudrait
il faudrait qu'on y remédie, mais chacun, c'est un avis personnel, chacun ses calculs. Il y a plusieurs organismes, think tanks, services qui réfléchissent, donc qui soumettent des fiches, qui soumettent des analyses. Ils sont peut-être plus outillés que nous, mais en tout cas, en tant qu'instinct citoyen qui a son petit mot à dire, j'espère qu'on sortira de cette spirale rapidement et qu'on évite une guerre en Afrique du Nord et qu'on ne soit pas le dernier maillon de ce redéploiement en région MENA, comme disent les administrations américaines. D'accord, mais depuis l'opération Al-Gargaret, si Mohamed et Omar m'a tendu une belle perche, il y a eu une escalade verbale belliqueuse de notre voisin oriental. Comment interpréter cela? Est-ce que notre voisin comprend qu'il commence à perdre son pari sur le front Polisario? Vous ne pensez pas cela? Je ne sais pas exactement. Maître Benjelloun a parlé tout à l'heure de retenue. Moi, ce qui m'interpelle, ce qui m'interpelle justement, c'est cette retenue dont le Maroc a fait preuve à tous les niveaux. Bon, pour le voisin, on va peut-être m'accuser d'être un bénébuis et je répète la même chose. La lecture la plus plausible qu'on peut faire de ces gesticulations, comme on pourrait l'appeler, c'est de dévier l'attention sur ce qui se passe au niveau interne. Bon, c'est pas nous qui le disons parce que nous sommes journalistes marocains, mais ce sont les médias algériens, ce sont les réseaux sociaux algériens. On voit chaque jour et puis c'est une vie, c'est un devenir qu'on n'aimerait pas. On n'aimerait pas qu'elle s'éternise, on n'aimerait pas que le peuple algérien, nos voisins, on est pratiquement le même peuple, continue à vivre cette situation désastreuse. D'accord. Docteur Benjelloun, vous avez parlé de retenue au niveau du plus haut chef, au niveau du chef de l'État marocain vis-à-vis de nos voisins. D'ailleurs, il a tendu une main à nos voisins. Et je reprends Dr Bouaziz qui était assis à votre place il y a 2 semaines, qui disait que le plus important dans ce qui a été dit dans le discours royal de la marche verte, pas celui-ci mais celui qui précédait, c'est que la sécurité de l'Algérie relève de la sécurité du Maroc et vice-versa. Absolument. Comment analyser cela? Absolument. Entre celui qui tend la main et de l'autre côté une escalade verbale, d'ailleurs on va l'énumérer tout à l'heure. Absolument, parce que nous avons fait, quand on dit nous au Maroc, donc chef d'État inclus, nous avons fait preuve de retenue de par les différents discours qui leur ont été adressés, la main qui leur a été adressée, à la place du régime algérien, effectivement, s'il y avait une conscience maghrébine, même si nous avions franchi le pas de normaliser avec une quelconque quantité qui serait illégitime, ça aurait été le moment, justement, de s'asseoir autour d'une table, de discuter pour qu'on puisse reprendre l'élan maghrébin. Parce que la seule réponse aux agressions, la seule réponse au sous-développement économique, la seule réponse à notre sécurité est une réponse maghrébine. Collective et maghrébine. Qu'on ramène Wagner ou qu'on ramène Israël en Afrique du Nord, la main tendue a été bien avant le processus de normalisation, de reprise des relations avec Israël. Donc ça remonte à plus d'une année. Ça remonte, je dirais. Il n'y a pas eu de retour. Il n'y a pas eu de retour, effectivement. Et ça c'est dommageable. Comme a dit si Boudrham, effectivement, il y a une espèce d'extériorisation de la crise vis-à-vis du voisin. C'est un classique, mais en tout cas, même au niveau sécuritaire, imaginez un seul instant que l'Algérie s'effondre. On ne le souhaiterait pas. Ça veut dire que vous serez... Nous, au Maroc, nous serons à la frontière du Niger et à la frontière de la Libye, à la frontière de tout le monde. Donc il y a une sécurité tacite avec tout ce qui se passe au Sahel, de par l'existence de voisins avec qui nous partageons tout. Histoire, géographie, culture, etc. Donc notre réponse, de part et d'autre, est une réponse d'abord maghrébine. Qu'on ramène des militionnistes ou qu'on ramène des ministres Wagner, cela ne résoudra pas le problème. Donc il faut absolument qu'on se dégage des influences impérialistes pour qu'on puisse discuter ensemble. Nous avons fait le pas de tendre la main pour pouvoir discuter. Malheureusement, on n'a pas eu de réponse. Maintenant, l'avenir nous dira... Si Mohamed, la présidence algérienne a accusé le Maroc, je cite parce que là c'est tellement gros qu'il faut que je revienne vers mes fiches, accusé le Maroc de soutenir des groupes terroristes juste à cause d'une déclaration de Omar Hillel.
d'ailleurs qui n'est peut-être pas réussi à mon avis, je souhaiterais avoir le vôtre, en plus de déclencher le feu dans les forêts de Tizi Ouzou, priver les avions marocains de survoler le territoire algérien, ne pas renouveler le contrat de gazoduc, d'accuser le Maroc de tuer 3 ressortissants algériens et menacer de représailles, ça n'en fait pas beaucoup à votre avis? Ça en fait beaucoup. Et moi, Tout ça en moins d'une année. Je vais vous dire ce que j'en pense, c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du vrai n'importe quoi. Parce que on va commencer peut-être par la sortie de Omar Hillel, notre représentant permanent à l'ONU. Moi, ce qui m'étonne, c'est bon, ça a fait tilter le régime algérien, mais leurs médias publics, leurs officiels n'arrêtent pas jour et nuit d'apporter leur soutien à un mouvement armé qui menace notre sécurité, qui revendique une partie de notre territoire et qui est à notre frontière. Donc c'était la sortie de l'Omar Hillel, c'était peut-être pour leur donner un peu de change et voilà. C'est le revers de la médaille. C'est le revers de la médaille, alors que pour le reste, on n'a pas de preuves, mais aucune, que le Maroc a soutenu de quelque manière que ce soit le Rachad et le MAC. Rachad, que ce soit le MAC. Alors, vous pensez la même chose? Parce que le MAC, bon, j'ai beaucoup d'amis, aussi bien dans la direction du MAC que parmi les militants kabyles, parce que moi-même étant un Mazir, donc c'est ce qui est normal. Donc, j'ai jamais senti que c'était des gens portés sur la guérilla ou quoi que ce soit. C'est pas du tout un mouvement violent. Alors, docteur Omar, vous pensez que c'est le revers de la médaille et c'est le change? C'est le prétexte, c'est-à-dire que nos amis, nos voisins algériens sont dans le prétexte. Ce n'est pas forcément quelque chose qui les a fait trembler ou autre, mais ils étaient dans le prétexte de surréagir par rapport à la question marocaine. Maintenant, est-ce que le fait de dire, d'ailleurs, j'espère que je n'aurai pas le même raid numérique parce que j'ai formulé l'idée que le retrait de Omar Hillel des Nations Unies serait éventuellement un pas d'apaisement avec le voisin. J'ai eu un raid numérique, c'est une notion pénale en droit français, mais qui malheureusement n'existe pas au Maroc, sur Twitter, qui est extraordinaire. Mais je n'ai pas parlé que de Hillel, j'ai parlé aussi de Bourreta. Avec tout le respect que je leur dois, c'est des diplomates compétents, il n'y a absolument aucun problème. Mais qu'on s'aligne sur Israël ou qu'on reconnaisse la Kabylie, et pour moi quelque chose qui n'avait pas lieu d'être. Donc on était dans une diplomatie beaucoup plus apaisée, avec des relations avec tout le monde, qui était, on a ajouté quelque chose qui n'a absolument aucun apport à la doctrine, j'ai envie de dire, ou aucun apport à l'évolution des choses, mais en revanche, on est en train de payer le prix. J'espère qu'on n'en payera pas l'impôt d'une guerre régionale par procuration, etc. Mais effectivement, je suis d'avis que aussi bien les déclarations kabyles, parce qu'attention, lorsque vous parlez d'un séparatisme, vous ne pouvez pas défendre l'intégrité territoriale. Je vais vous donner un exemple. Vous ne pouvez pas défendre l'intégrité territoriale de votre pays en allant plaidant le séparatisme ailleurs. D'ailleurs, c'est ce qui se fait avec l'Espagne. Les Catalans. Alors l'Espagne, est-ce que nous avons déclaré notre soutien au moment Kadhafi? C'est tout à fait contraire à la doctrine. Est-ce que la Turquie, qui a un problème kurde à l'intérieur de son territoire, s'est-elle jamais déclarée en faveur d'un mouvement séparatiste? Jamais. Est-ce que la Chine, qui est menacée par les agitations tibétaines, qui sont, tout le monde le sait, liées aux États-Unis d'Amérique, s'est-elle jamais positionnée à un mouvement séparatiste mondialement? Pas que nous, le Nagorno-Karabakh, rien. Donc le Maroc, que ses diplomates s'aventurent sur le terrain léger de provoquer un État
voisin, frontalier, qui est déjà sur le qui-vive et qui est dans le prétexte, effectivement, et aller parler de Mac et de Kabylie, etc., combien même ce sont effectivement des gens pacifistes dans une approche culturaliste, etc., et que cela finisse par les déclarations des chefs israéliens en disant que demain, si le Yémen est aux Yéménites et l'Égypte est aux Égyptiens, l'Algérie sera aux Israéliens et aux Marocains et l'avenir est entre nous. Et que d'autres responsables israéliens menacent... Ça veut dire que si Israël est dans la logique de désagréger l'Afrique du Nord, nous devrions quand même nous poser des questions, parce qu'on ne devrait pas éventuellement être le petit pont d'Avignon qui va éventuellement... non. Donc au-delà des questions morales, on n'est pas dans la moralité, effectivement, on est dans la politique, c'est ce qu'on nous dit, c'est-à-dire qu'il y a des intérêts, donc il faut agir, etc. Mais est-il dans notre intérêt de... Moi, je pense que la légitimité, je reviens à la question du Sahara, la légitimité de la marocanité du Sahara ne peut pas être défendue par des acteurs illégitimes. Comme dans un tribunal, on ne ramène pas un témoin ou bien un avocat qui n'est pas inscrit au barreau ou qui est accusé de... Donc voilà, il y a des questions d'ordre légal ou d'ordre logique ou d'ordre éthique. On ne peut pas mêler les torchons et les serviettes. Et là, la question de la Kabylie participe à justement à l'exacerbation de ce prétexte, parce qu'ils sont à l'affût du prétexte, mon cher. Vous avez parlé de prétexte, mais est-ce que concrètement il ne s'agit pas d'extrapolation, carrément? Parce que au-delà, voilà, on peut dire que voilà, c'est sorti de son contexte, on peut dire que voilà, c'est l'échange entre diplomates au point d'accuser le Maroc de soutenir, de faire feu, de déclencher le feu. Déclencher le feu, c'est feu. Non, déclencher le feu, c'est une blague. Non, quand ça émane de la présidence, un communiqué de la présidence de la République. Oui, non, mais c'est pour ça que c'est une blague. C'est pour ça que c'est une blague. Oui, ça reste une blague. Ça reste une blague présidentielle. Non, c'est une blague. Mais en tout cas, la question de la Kabylie a quand même été traitée dans le desk médias et presse des Nations Unies, qui est un microphone officiel. Ça veut dire que les meilleurs diplomates de tous les États constitués, dont le drapeau bat au fronton de cette organisation, sont, je veux dire, la fine fleur des diplomaties nationales. Que vous fassiez un écart de langage aussi provocateur, alors soit on vous a dit enfin, je n'aimerais pas m'avancer trop sur ça, mais en tout cas, c'était une erreur politique. Qu'a dit Mohamed, que c'est à la même, c'est le change au fait, c'est que du moment que l'Algérie soutient un groupe armé, que sa diplomatie officielle ne cesse de s'attaquer à l'intégrité territoriale du Maroc. Encore une fois. Est-ce que voilà, on devrait pas répondre en même temps? Alors, encore une fois, deux niveaux. Donc, parce vous que vous ne défendez jamais une cause avec de mauvais arguments. Avec de mauvais arguments, notamment l'argument du séparatisme. Quand vous êtes unioniste, vous n'allez pas plaider le séparatisme. Mais de toute façon, ça s'applique aussi à l'Algérie, parce qu'ils ne veulent pas être brûlés par le feu du séparatisme. Ça, c'est le deuxième niveau. Alors ça, c'est le deuxième niveau. Premièrement, la question du Polisario et la question du Sahara est dans les circuits du droit international des Nations Unies et dans les circuits du droit international au niveau de l'Union africaine. Il y a des États qui reconnaissent ou bien le parti ou bien la République fantoche. Il y a un existant de droit international. Pour la Kabylie, il n'existe pas. Nous sommes dans ce qu'a dit Boudraham, la société civile. Ouais. Quand vous venez en tant que diplomate, vous érigez une association en un mouvement de libération nationale ayant le droit de créer une entité et de, justement, chercher la reconnaissance pour avoir un État, etc., ça peut être considéré par nos voisins comme une espèce de... C'est pour ça qu'il y a asymétrie. Nous sommes dans notre bon droit, mais notre problème est quand même d'ordre international.
touché par les organisations internationales, touché par les organisations régionales, les acteurs internationaux, les sujets de droit international comprennent. Donc ça, etc., débattent. Conseil de sécurité, on en parle. Il y a un ordre du jour, il y a un vote. Il y a un processus depuis 1974. Pour la Kabylie, je veux dire, à part l'agitation sécuritaire européenne sur le territoire africain, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc nous portons la voix de quoi, exactement? De qui? Du droit international? Non. Mais de l'agitation européo-sioniste, peut-être. Et ça, c'est dangereux. C'est ça qui est dangereux dans cette affaire. Et c'est ça qui donne le prétexte. Encore une fois, nous sommes dans justement l'exagération du feu, de la déclaration, etc. Donc l'exagération et le prétexte. Être sage, justement, c'est d'être au niveau du discours royal qui essaye de tendre la main, n'est-ce pas? Et la même chose par rapport au discours diplomatique. Il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe. Vous n'allez pas... disproportionnalité. Voilà, surtout un voisin aussi vif, c'est le moins qu'on puisse dire. Il peut faire attention. Et avec beaucoup d'électricité dans l'air. Absolument. C'est Mohamed, le survol, l'interdiction de survol des avions de la Royal Air Maroc et tout avion immatriculé marocain. Ensuite, le non-renouvellement du gazoduc, est-ce que cela, c'est pas un pas de plus, c'est pas une escalade de plus? Là, on touche de la guerre économique. En plus de l'absurde, je vais t'expliquer pourquoi. Pour ce qui est de l'interdiction des vols des avions marocains immatriculés au Maroc. On est dans une logique de vengeance, mais vraiment de bas étage. Donc excusez l'image, mais genre t'as pas été gentil avec moi ce matin, je vais pas partager mon goûter avec toi l'après-midi. C'est enfantin. Pour parler des voleurs, d'après ce qu'on m'a expliqué, ce que j'ai compris, parce que j'ai essayé de chercher à savoir ce que ça impliquerait comme conséquence pour les transporteurs marocains ou pour les avions immatriculés au Maroc. On m'a expliqué qu'en fait, on n'avait pas 30 000 destinations qu'on desservait à l'époque. Donc, pratiquement, on avait suspendu les vols directs de et vers avec l'Algérie. Je pense que le seul vol qui était programmé, il était programmé pour l'Égypte. Et donc là, il fallait faire juste un petit détour. Pour la Tunisie aussi et la Turquie. Et pour la Tunisie et la Turquie. C'est tout. Et quand j'ai essayé de me renseigner auprès des compagnies aériennes nationales sur ce que cela pourrait éventuellement leur causer comme perte, il n'y a pas de perte. Mais du tout. Ni en termes d'heures de vol, ni en termes de fuel, rien du tout. D'accord. Docteur Benjamin. Pour le gazoduc, ça découle aussi de la même logique de la vengeance. Peut-être, je vais encore répéter un autre cliché qui est revenu assez souvent de l'autre côté de la frontière. Peut-être que ces gens qui sont au pouvoir, j'ai cru qu'on allait crever de froid et vivre dans le noir une fois que le gazoduc est fermé. Vous voyez que c'est pas le cas. Là, on est bien chauffé, on est à Casablanca, on n'utilise pas de gaz. Docteur Benjeloun, là on va parler de la réaction du Maroc à ces deux décisions-là, qui sont des décisions présidentielles. C'est le communiqué de la présidence de la République algérienne, certifié, authentifié sur Twitter, sur Facebook, qui dit que voilà, nous allons arrêter interdire le survol à tout avion marocain ou immatriculé au Maroc. On ne va pas renouveler le gazoduc. Et la réaction marocaine, c'est au début, pour la première décision, ça a été d'un directeur de je ne sais quel département de l'aviation civile. De l'aviation civile. Parce que c'est la personne qui est concernée directement. Donc on n'est pas obligé d'aller demander au chef de gouvernement de répondre à un communiqué diffusé sur Twitter. Oui. Et de l'autre partie, au gazoduc, ça a été une réaction d'un directeur, d'un département de l'ONE. Et de l'ONU. Comment interpréter cela? Est-ce que c'est sage?
La réaction du Maroc par rapport à ces deux décisions-là. J'irai un peu plus loin que Siboudrem. Je suis un peu... j'ai un petit penchant pour la qualification. Nous sommes dans la mesquinerie politique, dans le sens où moi, ça rappelle la question des frontières. 94, la chute du mur de Berlin, changement de règne, il y a 18 000 présidents qui sont passés, et nos voisins sont encore sur la question des frontières qui doivent être fermées. Parce que dans l'imaginaire politique du régime algérien, le fait de fermer la frontière diminue économiquement le Maroc, ce qui est... Bon, c'est vrai qu'il a un impact sur les régions de l'oriental, mais ça ne diminue en rien, juste ça crée un schisme dans la fusion culturelle et sociologique entre le peuple algérien et le peuple marocain. Donc on est dans ça, c'est-à-dire que le pire en politique, c'est quoi? C'est de ne pas exprimer un cahier de revendications. Lorsque le Maroc et l'Algérie étaient dans le cadre de la lutte pour l'indépendance, ont exprimé un cahier revendicatif. Voilà, le retour de Mohamed V, il faut faire ceci, cela. L'Algérie, c'est pareil, etc. Donc, dans les relations diplomatiques, c'est pareil. Donc, quand vous n'ouvrez pas les frontières, le gazoduc, le ceci, le cela, etc., vous demandez quoi exactement? Quelle est la demande? Et il n'y en a pas. Et donc, quand vous n'avez pas une demande politique, il y a l'intention de nuire. La mesquinerie. Il y a l'intention de nuire, et il y a... Enfin, ça peut, sous d'autres environnements, être qualifié comme un terrorisme... économique. Voilà, donc pourquoi... Quelle est la revendication? Nous avons parlé du MAC, nous avons signé avec les Israéliens. Il faut le dire. Il faut le dire, entre maghrébins, voilà l'erreur, voilà où c'est bien, c'est pas bien, voilà ce que vous devez changer. Nous devons leur dire ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, et puis créer de la synergie. Bon, si c'est pas à l'ordre du jour et que nous répondons à des agendas qui ne sont pas entre nos mains, bon, ça c'est une autre affaire. Mais en tout cas, nous sommes effectivement dans la mesquinerie politique. Sur ce qui est de l'aérien, nous savons bien que cela ne coûte rien, parce que de toute façon, en termes de couloir aérien, c'est rien du tout. Le principal de nos vols sont en Europe ou bien en Afrique. Donc déjà, ça c'est en termes de boussole. Hein. Après, si on va vers l'Est, bon, ça va, ça s'arrête à Dubaï. C'est 2 vols par semaine. C'est pas non plus... Et puis il y a les autres compagnies qui arrivent, c'est pas forcément dramatique. Ce qui est dramatique, ce qui pourrait être dramatique, c'est cette question de rupture des relations diplomatiques, d'accord, oui. Et la suspension de l'aérien civil. Pourquoi? Parce que ça prive des familles, le nombre, les centaines de milliers d'Algéro-Marocains, de Maroco-Algériens est énorme. Et donc c'est une immense population qu'on prive de vie, qu'on prive de Selat Rahim, qui est un terme très intéressant en termes de religion, en termes d'héritage culturel. Donc il y a un problème. Il y a un vrai problème de communication avec nos voisins. Sur le même lancé, la présidence algérienne a publié un communiqué, encore une autre fois, mais cette fois avec un ton plus belliqueux, plus guerrier, disant que le Maroc a tué 3 ressortissants algériens, et que, je reprends le terme arabe, c'est-à-dire que... Ça ne sera pas sans conséquence. Comment interpréter cela? Est-ce que c'est pas une escalade de plus? Parce que là, on a beau parler de couloirs aériens ou de gazoducs, de ne pas renouveler, c'est de la guerre économique. Mais là, quand un chef de l'État menace de représailles... S'ils se sont permis de nous accuser d'avoir brûlé une forêt, ils peuvent se permettre de nous accuser d'un accident de circulation. Je veux dire, c'est que ça a été utilisé par des drones. Une arme développée. Franchement, je ne connais pas le dossier ou le terrain, mais je saisis cet exemple pour exprimer le fait que mon intuition politique, de par ma modeste lecture de la région, je ne pense pas que le voisin algérien puisse se permettre une guerre conventionnelle avec le Maroc. Cela est impossible. Moi, je pense que c'est plutôt destiné à la consommation interne. Oui, la consommation interne, parce que déjà, si vous avez suivi un peu le cheminement de cette affaire, entre guillemets, on a commencé par dire que c'était sur la route vers la Mauritanie.
Et donc, et après, finalement, ça a été. Et après, la Minurso a établi que c'était arrivé. On n'est pas encore sûr s'il y a eu 3 morts et qu'il les a bombardés. Ou s'il n'avait pas sauté sur une mine. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'il faisait là? Parce que c'est une zone tampon qui est interdite, c'est une zone militaire qui est interdite à tout le monde. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Qu'est-ce qu'elle transportait? Ou qu'est-ce qu'elle préparait? Toute la question reste légitime. On vient de souffler à l'oreille qu'on n'a plus que 5 minutes. Donc on va passer au Conseil de sécurité de l'ONU qui a voté une résolution que le Maroc a qualifiée de favorable à partagez-vous cela? Est-ce que ça a été cette résolution, la dernière résolution des Nations Unies qui a nommé Stéphane de Mistura en tant qu'envoyé spécial, est-ce qu'elle a été bénéfique au Maroc? Je pense que oui, plutôt si on suit la voie de la raison, il pourrait être bénéfique à tout le monde. Si on reprend le processus politique et si on commence par reprendre les tables rondes qui ont été interrompues avec le départ de hors scolaire, je pense que ce serait un bon début. Et peut-être passer à plus sérieux avec l'Algérie comme partie prenante au conflit. Est-ce que l'Algérie refuse et décline parce qu'elle dit qu'elle ne participera pas à ces tables rondes-là, malgré l'obligation, malgré le vote ou malgré l'obligation qu'est la résolution des... Donc c'est l'opte pour la politique de la Chizvit. Bon, il va se retrouver face à face avec la communauté internationale et tout le monde sait que l'Algérie est partie prenante au conflit. D'accord. Et que les clés du conflit se retrouvent entre les mains du pouvoir algérien. Partagez-vous cette analyse-là? Est-ce que si l'Algérie ne participe pas à ces tables rondes, elles seront vouées à l'échec? Tout à fait, de toute façon. Parce que de toute façon, le Maroc ne s'asseyra pas à la même table. Depuis tout à l'heure, je critique quelques sorties médiatiques du tandem Borreta-Maghreb où il s'agit de faire un peu d'équilibre. Le fait d'effectivement, comme a dit Sibou Drem, d'insister sur la présence de l'Algérie dans la table ronde est fondamental. C'est l'issue. Alors il y a 2 manières de faire. Ou bien que le Polisario fasse un congrès. C'est pour ça que j'appelle cette entité parti, parce que ça tient des congrès, oui. Ça discute, il y a des ailes parfois sécessionnistes qui sont pro-Maroc, bon bref. Il y a des corans qui naissent et qui disparaissent. Absolument, bon, c'est vrai qu'il est l'armée, mais c'est un parti. Bon, donc si ce parti déclare qu'il abandonne l'été séparatiste et qu'il assume cette déclaration et cette position à l'égard de leur hôte algérien, c'est une solution. Il y a une deuxième solution, qui est beaucoup plus logique en matière de droit international, c'est que l'Algérie s'assoit autour de la table et discute avec le Maroc et bien sûr le Polisario par rapport. Le Maroc a présenté une alternative crédible qui est celle de l'autonomie. Maintenant, l'autonomie est-elle élastique, hein? Quels sont les termes de cette autonomie? Encore une fois, la question du cahier revendicatif. Nous avons proposé une alternative qui est celle de l'autonomie. Qu'est-ce que vous proposez? Mais qui n'est pas une alternative verrouillée. C'est une alternative. Il faut en parler d'abord, il faut en discuter. Qui est soumise à débat. À débat, oui. Mais pourquoi justement on refuse de débattre? Parce qu'elle est justement crédible et ne sert pas les intérêts du voisin. Mais les intérêts, encore une fois, étriqués. Parce que les intérêts du voisin algériens sont comme les intérêts du voisin marocain, ce sont des intérêts maghrébins. Nous n'avons absolument pas le choix que de nous inscrire dans une perspective maghrébine. Et le consensus, c'est un peu le fait de céder quelque part nos propres intérêts pour l'intérêt de tous. S'ils ne sont pas dans cette logique, que le Maroc propose une alternative qui est extrêmement intéressante, nous avons dans le cadre de cette proposition, soumis un projet de découpage territorial. Peut-être qu'il ne plaît pas, peut-être qu'il plaît, mais il faudra en tout cas en discuter. Mais la base, c'est d'en discuter avec l'Algérie, le Maroc, et la Mauritanie, et le parti dit Parti Polisario. Cette même résolution des Nations Unies oblige
dit qu'on devrait compter le nombre de ressortissants du Polisario à Tindouf, les réfugiés à Tindouf. Jusqu'à présent, on n'a jamais donné suite à cela. Ça a longtemps été l'une des revendications du Maroc. Et je pense que ça devrait aussi être une revendication de la communauté internationale parce que, vous savez, quand... Ils n'ont jamais été comptabilisés. Ils n'ont jamais été comptabilisés. Le HCR n'a jamais pu procéder à ce recensement. Bon, d'après les séparatistes, bon, elle serait quelques 120 000 habitants dans les camps de Tindouf. Certaines sources parlent de 60 à 70 000. Toujours est-il qu'il y a une seule instance qui est habilitée à nous fixer sur ce point-là, c'est le HCR, et que les autorités algériennes lui permettent l'accès au camp pour faire un recensement. En moins d'une minute, docteur Benjeloun, comment interpréter, ça va être un petit peu délicat, je vous le concède, comment analyser le veto, l'abstention russe, mais aussi tunisienne, par rapport à cette résolution-là? Alors, parce que l'abstention russe, c'est comme si c'était un OK, mais qui n'est pas tacite. OK, mais je vais relever le défi de répondre en une minute sur les deux sujets. Moi, je pense que les médias se trompent, se sont toujours trompés sur cette espèce de Tunisie, surtout quand on véhicule les discours du roi Hassan II par rapport au fait que la protection du peuple tunisien par l'armée marocaine serait intraitable par rapport aux invasions de Kadhafi, etc., etc. La Tunisie a toujours été entretenue par le régime algérien, oui, financièrement, économiquement, etc. Même au niveau de l'électricité, c'est les centrales de Naba qui alimentent. Et dans le contexte actuel, un peu plus que tunisien. Et dans le contexte actuel, avec une Libye qui s'effondre, avec etc., la Tunisie demeure une annexe algérienne. Et sa position compréhensible quelque part. Absolument. Pour les Russes, je vais m'aventurer à dire une petite phrase que j'ai entendue dans les coulisses d'un forum, qui est une phrase assez intéressante. Je cite... Parce que c'est un changement de cap. Je cite et je paraphrase. Ils comprennent la marocanité du Sahara, mais malheureusement, ils ne comprennent pas l'américanité du Sahara. Et c'est ça le problème avec la Russie. C'est Mohamed. Un mot pour finir, pour clôturer cet échange-là. Pour clôturer, d'abord j'espère que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est un conflit qui a très longtemps, on a ouvert les yeux, on s'est retrouvé avec le développement. Et on a marre. 5 Disney, baraka, tabarakallah. Et pour le reste, je souhaite à Blanca TV beaucoup de succès. Merci beaucoup. C'est Amar, un mot pour clôturer. Merci de nous avoir invités et de m'avoir convié à un débat avec mon ami Boudraim que je n'ai pas vu depuis une bonne dizaine d'années. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un débat sur quelle opposition à ce nouveau gouvernement. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Au revoir. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم وما تنسوش ابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد بلانكا تيفي.